Bonjour et bienvenue à cette vidéo concernant les trucs à savoir lorsqu'on planifie un voyage hors site à Disney World. Alors, ceci constitue la première vidéo d'une playlist qui sera diffusée sur ma chaîne au courant des semaines à venir. Donc, plusieurs vidéos sur le sujet concernant un voyage hors site est en vue. Et pour cette vidéo initiale, on discute de c'est quoi un voyage hors site, qu'est-ce que nous devons prévoir lors de nos transports, les billets pour les parcs thématiques, comment utiliser le Memory Maker, l'utilisation de Genie Plus et comment planifier nos restaurants. Alors, on débute avec une explication de c'est quoi un voyage hors site à Disney World. Donc, un voyage à Disney World est considéré hors site si vous ne restez pas dans un hôtel de catégorie Disney ou bien un hôtel Good Neighbor. Alors, plusieurs options d'accommodement hors site sont possibles, dont rester dans un hôtel, la location d'un condo, d'une maison et tout plein d'alternatives. Passons maintenant à comment planifier notre transport lors d'un voyage hors site. Alors, lorsque vous resterez hors site, il faut vraiment planifier nos déplacements. C'est quelque chose à ne pas éviter. Certaines personnes auront leur propre véhicule puisqu'ils auront conduit jusqu'en Floride ou bien feront la location d'un véhicule pour la durée de leur séjour. Certains hôtels également proposent des navettes vers les parcs thématiques. Par contre, la fréquence des navettes et l'horaire peut varier. Certains services de navettes sont plus ou moins efficaces, alors il faut bien s'informer si le service de navette est pour nous, s'il est offert à l'endroit que nous allons rester. Nous pouvons également nous déplacer avec les services Uber, Lyft et taxi et ils sont quand même très efficaces dans le secteur d'Orlando. Quelques trucs à considérer. Alors, il faut calculer son temps de déplacement. Pour l'ouverture et la fermeture du parc, il y a souvent du trafic dans le secteur d'Orlando. Donc, c'est quelque chose qui peut nous tracasser. Il faut partir un peu d'avance et prévoir qu'il peut y avoir des délais ou des retards. Ou par exemple, il peut y avoir une file afin de payer le stationnement au parc thématique et également une file pour tout ce qui est la vérification de nos effets personnels au contrôle de sécurité. Alors, tout plein de trucs à considérer. Personnellement, je calcule toujours 1 heure à 1 heure et demie de déplacement vers un parc thématique pour ce qui est de l'ouverture du parc. Donc, par exemple, Magic Kingdom, on veut se déplacer vers le parc 1 heure et demie avant son ouverture. Je vous explique pourquoi. Donc, on doit conduire jusqu'au parc thématique qui peut prendre 15, 20, 30 minutes selon l'endroit où nous restons. Lorsqu'on arrive à Magic Kingdom, il y a souvent une file pour payer le stationnement. Et ensuite, il y a une file jusqu'à temps qu'on puisse se stationner puisqu'on est dirigé à notre espace de stationnement. Ensuite, on doit marcher jusqu'au Ticket and Transportation Center. Et là, il y a un contrôle de sécurité. On valide tous les bagages et tout ça, tout ce qu'on apporte, sac, boîte à lunch, poussette, tout est vérifié. Et on passe un détecteur de sécurité pour tout ce qui est armes à feu et trucs qui peuvent être dangereux. Ensuite, on n'est pas à côté de Magic Kingdom, donc on doit soit prendre le monorail ou le ferry et il y a un temps de déplacement à tout ça. Ensuite, lorsqu'on arrive à Magic Kingdom, on doit faire la file jusqu'à le scan de notre billet ou Magic Band pour l'entrée du parc. Et là, il y a l'attente jusqu'à l'ouverture du parc et parfois, il y a même un spectacle d'ouverture. Ça a lieu seulement à Magic Kingdom et on peut voir plusieurs personnages en avant du château. Donc, ça fait une activité à faire avant l'ouverture du parc également. Donc, vous voyez tous les éléments qui sont à considérer lorsqu'on planifie son déplacement le matin vers le parc thématique si nous voulons arriver pile poil pour l'ouverture et prendre avantage des files d'attente moins élevées. Ensuite, il faut prévoir à l'avance son trajet et certaines routes aux États-Unis sont payantes. Donc, ça, c'est à considérer lorsqu'on conduit jusqu'à la Floride et aussi également lorsqu'on se déplace à Orlando. Il y a plusieurs secteurs qui sont payants pour les routes, alors c'est quelque chose qu'on veut s'éviter. Il faut bien planifier notre trajet et indiquer tout ça à notre GPS. Parlant de GPS, des données cellulaires peuvent être nécessaires pour l'utilisation du GPS à Orlando. Personnellement, je trouve ça très pratique et j'ai essayé à quelques reprises d'effectuer mon trajet avec tout ce qui est Wi-Fi et ensuite de me déconnecter de toutes données et de me déplacer et ça va plus ou moins bien. Donc, les données cellulaires sont super bien pour tout ce qui est modification du trajet, accident et tout ça, une route plus efficace. Donc, c'est à considérer.
Et il est également conseillé d'enregistrer sur son téléphone les cartes du secteur que nous visitons afin d'y avoir accès directement sur notre application mobile de GPS. Donc, sur votre téléphone, vous avez sûrement une application GPS soit avec Google Maps ou bien directement avec l'application faite sur iPhone. Il y a l'option de télécharger les cartes sur cette application mobile du secteur environnant et ça peut être vraiment bien si jamais on a un pépin pour pouvoir voir les chemins alternatifs et tout ça. Donc, je vous conseille de naviguer tout ça avant votre voyage pour être à l'aise avec l'application GPS sur votre téléphone mobile. Il faut également calculer préalablement les frais de stationnement par jour dans les parcs thématiques. Donc, présentement, un stationnement standard à un parc thématique de Disney est 25$ US. Et ce prix peut changer à tout moment. Donc, je vous conseille d'aller sur le site web de Disney World pour voir les prix actuels. Et je vous conseille d'avoir le montant en argent avec vous à proximité dans le véhicule. Donc, si c'est 25$, d'avoir le 25$ exact avec vous. Donc, ça fait que c'est plus rapide pour le paiement avec l'employé à l'entrée du stationnement. Et ça vous permet également de préalablement avoir votre budget de stationnement. Pour les personnes qui iront avec une formule de billets parc-hopper et qui feront plus d'un parc par jour à Disney, vous devez débourser le stationnement seulement une seule fois. Donc, on ne paie pas le stationnement 2 fois et au deuxième parc, troisième parc qu'on visite dans la journée en se déplaçant avec notre véhicule, on a seulement à présenter la facture au changement de stationnement. Donc, ça vous évite des frais et vous devez garder cette facture pour authentifier le paiement en début de journée. Et je vais également parler des frais additionnels de stationnement qui peuvent avoir lieu aux hôtels que vous allez résider. Il y a également des frais de resort. Ceux-ci sont des frais par jour. Donc, certains hôtels auront des frais de stationnement de 20 à 30$ par jour, par exemple. Et parfois, on a également des frais de resort qui peuvent être autour de 35$ par jour. C'est le cas des hôtels Swan and Dolphin et plusieurs hôtels du secteur de Disney Springs et Good Neighbor Hotel. Alors, lorsqu'on fait notre budget entre choisir un hôtel sur le site ou hors site, ça peut être des trucs à considérer. Quels sont les frais de stationnement et d'hôtel et est-ce que ça vaut la peine de débourser ces frais ou bien de tout simplement aller dans un hôtel All-Star ou de catégorie Value pour être dans un hôtel de Disney. Donc, quelques trucs à considérer. Je poursuis avec les billets pour les parcs thématiques. Alors, je vous recommande fortement d'acheter préalablement vos billets pour les parcs thématiques, spécialement pour les temps de l'année très populaires, dont Noël, Pâques, le 4 juillet, tout ce qui est férié aux États-Unis comme le Thanksgiving. On veut avoir acheté nos billets préalablement et on veut également avoir effectué nos réservations de parcs thématiques. Alors, pour le moment, les réservations de parcs thématiques sont encore requises et on doit les effectuer. Je vous conseille, après l'achat de vos billets de parcs thématiques, de les réserver tout de suite. Donc, c'est fait. Et on peut les modifier si jamais nos plans changent, mais on doit consulter le calendrier des dates disponibles pour les parcs thématiques. Le parc thématique Magic Kingdom et également Hollywood Studios. Les deux sont très populaires et se réservent quand même très rapidement pour certaines périodes de l'année. Je vous fais également part que certaines agences de voyage permettent d'acheter des billets seulement. C'est quelque chose que vous voulez considérer et bien regarder les offres qui sont dans votre secteur, quelles sont les agences de voyage qui offrent l'achat de billets et est-ce que ça peut être une bonne option pour vous. Alors, puisque nous sommes hors site lors de ce voyage, nous devons consulter une billetterie à l'entrée du parc thématique que nous allons visiter en premier. Et ça, c'est afin d'obtenir une carte en plastique assignée à chaque personne. Alors, dans ma vidéo des Magic Band, j'avais discuté que plusieurs options pour nos billets sont disponibles, dont la carte en plastique, le Magic Band régulier, le Magic Band Plus, le téléphone mobile et la montre intelligente. Tout ça se retrouve dans la vidéo de Magic Band qui sera dans la description et là et en haut. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'on doit choisir l'option qui est la mieux pour notre famille. Alors moi, personnellement, si vous ne voulez pas débourser pour une offre payante pour l'utilisation des billets, je vous conseille d'avoir une carte en plastique par personne. C'est beaucoup plus pratique que le téléphone intelligent
et également pour certains billets. Alors, avant, on avait quelquefois des offres de billets seulement, donc par exemple un rabais de 25% sur les billets pour les Canadiens ou certaines nationalités. Et pour ces offres de billets-là, lorsque vous alliez à la billetterie, il y avait des conditions d'activation bien particulières. Alors, lorsque vous achetez vos billets, informez-vous quelles sont les conditions pour activer vos billets. Certaines fois, il faut la carte de crédit et le passeport pour démontrer que nous sommes bien la personne qui a acheté le billet. Donc, consultez tout ça et soyez prêts lors de votre première journée de parc avec tous les éléments nécessaires qui sont requis dans les conditions lorsque vous avez acheté vos billets. Alors, pour ce qui est des billets, il y a plusieurs trucs à considérer lorsqu'on est hors site. Il y a également combien de parcs on veut visiter lors de notre séjour. C'est quelque chose que j'ai répondu dans la vidéo questions et réponses de février 2023, si vous voulez consulter tout ça. Mais ça dépend en général de votre budget et de votre but pour ce voyage. Pour ce qui est de nombre de parcs à considérer, mais c'est certain que chaque parc, je recommande de le visiter au moins une fois et Magic Kingdom peut être bien pour 2 visites et il en vaut vraiment la peine. On doit également considérer si on veut utiliser les cartes en plastique ou les Magic Bands, tout ce qui est Apple Watch et tout ça pour nos billets. Donc, je vous conseille également de visionner la vidéo des Magic Bands pour consulter quelle est la meilleure offre pour vous. Ensuite, discussion sur le Memory Maker. C'est un sujet que j'ai abordé en détail lors de ma vidéo sur le Memory Maker. Ce qui est important de savoir pour les visiteurs qui seront hors site est que l'activation du Memory Maker est reliée à votre compte et on doit cliquer sur le bouton d'activation sur l'application My Disney Experience. Comment ça fonctionne? C'est on va dans l'onglet photo de l'application mobile et lorsqu'on voudra télécharger une photo lors de la première journée d'utilisation, eh bien, on a un bouton d'activation et c'est très simple. Et l'information très importante pour les personnes qui sont hors site est que lorsque vous achetez le Memory Maker, vous pouvez télécharger les photos jusqu'à 25 membres de votre famille et amis. Alors, si vous êtes 2-3 familles de louer une résidence pour la durée de votre séjour, eh bien, vous pouvez acheter le Memory Maker seulement une seule fois, le relier à l'identité d'une personne qui est en charge du groupe et ensuite, vous pouvez télécharger les photos jusqu'à 25 personnes. Donc, ça peut être une économie à faire de se diviser le prix du Memory Maker en groupe. Je poursuis avec Genie Plus, qui est un sujet également que j'ai abordé dans plusieurs vidéos, dont ma playlist sur Genie Plus. Et ce qui est important pour les personnes qui est hors site est que les règlements de réservation de Lightning Lane sont différents pour vous. Alors, ça s'applique pour le moment seulement au Lightning Lane individuel. Alors, tout ce qui est réservation de Lightning Lane avec Genie Plus à prix fixe, ça a lieu à 7h AM pour tous les visiteurs. Et pour ce qui est du Lightning Lane individuel payant, la réservation est possible lors de l'ouverture officielle du parc thématique. Alors, si Magic Kingdom ouvre pour tous les visiteurs à 9h, eh bien, c'est le moment pour acheter le Lightning Lane individuel payant offert dans ce parc thématique si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, on va discuter Early Entry et ça, c'est l'entrée anticipée. Donc, elle est disponible pour les visiteurs des hôtels Disney et partenaires. Donc, certains hôtels de catégorie Good Neighbor auront le Early Entry et certaines personnes dans les hôtels Good Neighbor n'auront pas accès au Early Entry. Donc, il faut valider la liste des hôtels admissibles préalablement. Pour ce qui est des visiteurs qui n'ont pas accès au Early Entry, normalement, vous êtes hors site. Alors, vous aurez accès au parc thématique à l'heure officielle de l'ouverture pour tous les visiteurs. Discutons ensuite de restaurants. Alors, on va commencer avec les restaurants de type Table Service. Alors, il est recommandé d'effectuer une réservation à l'avance pour ces restaurants-là. C'est des restaurants avec des serveurs et on est assis pour une durée d'environ 45 minutes, 1 heure et des fois un petit peu plus. Alors, les hôtels de type Good Neighbor, certains auront la possibilité d'effectuer leur réservation jusqu'à 10 jours consécutifs pour 60 jours avant le début du voyage.
Pour la majorité des visiteurs hors site, cette règle-là ne s'applique pas. Alors, il sera seulement possible pour vous de réserver vos restaurants 60 jours d'avance sans l'avantage du 10 jours consécutifs. Ce qui veut dire, le jour 1 de votre voyage, 60 jours d'avance, vous pouvez effectuer les réservations des restaurants pour cette journée. Ensuite, le lendemain, à l'heure des réservations de restaurants, vous pouvez effectuer votre réservation pour le jour 2 et le lendemain pour le jour 3 et ainsi de suite. Pour ce qui est des restaurants de type Quick Service, aucune réservation n'est requise pour ce type de restaurant, mais je vous conseille de regarder tout ce qui est disponible en termes de restaurants Quick Service avant votre voyage pour avoir un aperçu des restaurants qui sont disponibles et des menus qui vous intéressent. Certains restaurants de type Quick Service vont vous demander d'utiliser la commande mobile pour y avoir accès. C'est une fonction disponible dans l'application My Disney Experience et cette situation est souvent en cours pour le restaurant Satuli Canteen à Animal Kingdom ou bien lors de périodes très populaires comme le temps des fêtes lorsque les restaurants sont en capacité, on tombe parfois seulement à commande mobile. Autre truc quand même intéressant est qu'il est possible d'apporter avec soi de la nourriture et des breuvages sans alcool à Disney World. Alors vous pouvez apporter une boîte à lunch avec vous, donc si vous avez une poussette, eh bien vous pouvez apposer une boîte à lunch également avec tout plein de nourriture. Par contre, il y a des restrictions sur les contenants qui sont permis et ça peut varier à tout moment. Donc, vous ne pouvez pas apporter, par exemple, du verre, des bouteilles en vitre et tout ça. Alors, il est conseillé de regarder le site web officiel de Disney World pour tout ce qui est permis d'apporter avec soi en termes de nourriture et breuvage. Alors, également, si tu aimerais avoir mes conseils sous forme de fiche aide-mémoire, eh bien, j'ai dans le lien dans la description un document qui regroupe toutes mes fiches aide-mémoire que j'ai développées jusqu'à maintenant. Alors, ça peut t'aider pour la planification de ton voyage et c'est gratuit. Donc, c'est tout pour cette vidéo concernant les choses qu'on doit savoir lorsqu'on est hors site à Disney World. Bien sûr, c'était la première vidéo de cette nouvelle série qui sera publiée au courant des prochaines semaines sur ma chaîne YouTube. Alors, si tu as aimé ce type de contenu, je te conseille de laisser une mention j'aime afin de m'indiquer que ceci t'intéresse et également, je t'invite à laisser un commentaire si tu as des questions ou des sujets dont tu aimerais que je discute dans une vidéo éventuelle concernant les voyages hors site à Disney World. Encore une fois, ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!